Le cabinet d'avocats Bernard et Associés sentait le vieux cuir et les secrets encore plus anciens. Assise dans la salle d'attente, j'étudiais les portraits à l'huile des associés au visage sévère, tandis que ma belle-mère, Victoria, tenait salon avec ses enfants, Hugo et Chloé, planifiant leurs futures dépenses dans des chuchotements excités. La première chose que je fais, c'est acheter cette Maserati, annonça Hugo en faisant défiler son téléphone. La rouge qu'on a vue chez le concessionnaire de l'avenue Montaigne. Moi, je pense à un appartement terrasse dans le 16e, ajouta Chloé en balayant sa chevelure blond platine. Un truc chic, peut-être au 10e étage avec vue sur la tour Eiffel. Victoria leur tapota les mains avec ses ongles parfaitement manucurés, les mêmes ongles qui creusaient la fortune de mon père depuis 6 ans. Allons, les enfants, ne nous emballons pas. Nous discuterons des investissements après avoir réglé les formalités. Elle me lança un regard plein de venin de l'autre côté de la pièce. Je répondis en consultant mon téléphone, feignant d'être absorbé par mes emails pendant qu'elle poursuivait sa comédie. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi elle s'est donné la peine de venir, murmura Victoria pour la galerie. Robert a été très clair sur ses volontés avant de mourir. Robert. Elle ne pouvait même pas l'appeler « mon père ». Même maintenant. La réceptionniste apparut. Maître Bernard va vous recevoir. Nous entrâmes en file indienne dans la salle de conférence où Jonathan Bernard nous attendait. Le testament de mon père était étalé devant lui. Il s'efforçait de maintenir son calme professionnel, but quelque chose dans son regard suggérait qu'il réprimait un certain amusement. Je vous en prie, asseyez-vous tous, dit-il en désignant les chaises. Puis-je vous offrir de l'eau? Un café? Cela pourrait prendre un certain temps. Finissons en au plus vite, dit sèchement Victoria, s'installant dans ce qu'elle considérait clairement comme la position de force en bout de table. J'ai rendez-vous avec mon conseiller financier à 15 heures. Bien sûr. Maître Bernard ouvrit le dossier. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes condoléances pour la perte de Robert Dubois. Il a été mon client pendant plus de 30 ans. Oui, très triste, l'interrompit Victoria. Maintenant, concernant la répartition de la succession. L'œil de Maître Bernard tressaillit légèrement. En effet. Commençons par la lecture du dernier testament de Monsieur Dubois, daté d'il y a, voyons voir, 6 ans. 6 ans, demandai-je doucement. N'a-t-il pas été mis à jour plus récemment? Le rire de Victoria fut aussi strident que du verre brisé. Oh, ma chérie, tu ne comprends vraiment pas comment ces choses fonctionnent, n'est-ce pas? Robert et moi avons tout révisé après notre mariage. Nous nous sommes assurés que le patrimoine reste dans la famille proche. La famille proche, répétai-je. C'est-à-dire les gens qui se sont vraiment occupés de lui dans ces dernières années, dit Victoria d'un ton mielleux. Pas la fille qui venait à peine lui rendre visite, trop occupée avec son petit boulot de prof pour passer du temps avec son père. Je pensais à toutes les visites qu'elle avait mystérieusement programmées pendant ses cours de yoga, au dîner de famille dont elle avait oublié de me parler, à la fois où elle avait dit à mon père que j'étais trop occupée quand il avait demandé de mes nouvelles. Pouvons-nous continuer, demanda Maître Bernard, et de nouveau cette étrange lueur de gaieté réprimée. Je vous en prie, dit Victoria. Je crois que vous trouverez que tout est assez simple. La succession est partagée entre moi-même et mes enfants, avec une petite somme symbolique laissée à une œuvre de charité. Elle marqua une pause théâtrale, savourant l'instant. Quant à Éléonore ici présente, elle n'a rien, annonça Victoria triomphalement, incapable de se contenir plus longtemps. Je m'en suis assurée. 6 ans de mariage, et j'ai finalement réussi à faire entendre raison à Robert au sujet de sa fille ingrate. Tu n'es pas sur le testament, Éléonore. Pas un centime. La pièce devint silencieuse. Hugo et Chloé souriaient comme des requins qui avaient senti le sang. Victoria ressemblait à un chat qui venait d'avaler une volière entière. C'est à ce moment-là que Maître Bernard se mit à rire. Pas un petit rire, pas un raclement de gorge professionnel. Un vrai rire franc qui résonna contre les boiseries en acajou. Je suis désolé, dit-il en s'essuyant les yeux. C'était peu professionnel. C'est juste que... Madame Dubois, savez-vous ce qu'est une fiducie? L'expression triomphante de Victoria vacilla. Bien sûr que je le sais. C'est...
C'est un instrument financier. Très bien, dit maître Bernard, luttant toujours contre ses rires. Et savez-vous quand Robert a établi sa fiducie familiale? Une fiducie familiale, lança Victoria. Il n'avait qu'un seul enfant. En fait, maître Bernard sortit un autre dossier, celui-ci beaucoup plus épais. Robert a établi la fiducie familiale Dubois il y a 29 ans, quand Éléonore avait 8 ans. Elle n'a cessé de croître depuis. Alors, la voix de Victoria perdait de son assurance. Il l'a révoquée quand nous avons mis à jour le testament. Vraiment, maître Bernard sortit un document. Parce que j'ai ici les documents de la fiducie, y compris tous les amendements. Le dernier a été fait il y a 14 mois. Victoria ne dit rien, son visage commençant à pâlir sous son fond de teint coûteux. Vous savez ce qui est intéressant avec les fiducies, Madame Dubois, poursuivit maître Bernard. Elles sont complètement distinctes des testaments. Et dans ce cas, la fiducie était structurée pour transférer tous les actifs à Éléonore soit à son 38e anniversaire, soit au décès de Robert, selon la première de ces deux éventualités. C'est impossible, murmura Victoria. Éléonore, maître Bernard se tourna vers moi. C'était quand, votre anniversaire? Il y a 15 mois, dis-je calmement. Papa m'a organisé une petite fête. Victoria était en week-end de Thalasso à Biarritz. Ah, oui, hocha la tête maître Bernard. Le week-end où Robert est venu me voir. Il a été très précis sur le timing. Il voulait s'assurer que tout serait transféré proprement avant, et bien, avant toute complication potentielle. Les couleurs quittaient le visage de Victoria comme l'eau s'échappant d'un barrage fissuré. Madame Dubois, dit maître Bernard en se retournant vers elle. Vous ne pouvez pas modifier une fiducie qui a déjà transféré 62 millions d'euros l'année dernière. Le visage de Victoria devint blanc comme une feuille de papier. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. 62. La voix d'Hugo se brisa. 62 millions? En fait, corrigea maître Bernard. C'était la valeur il y a 15 mois. Avec la performance du marché et le réinvestissement des dividendes, elle est actuellement évaluée à environ 71 millions d'euros. Mais les maisons, hurla Chloé. Les voitures, les comptes en banque. Tous détenus par la fiducie, expliqua patiemment maître Bernard, qui ont été transférés à Éléonore l'année dernière. Vous vivez dans les maisons d'Éléonore, conduisez les voitures d'Éléonore et dépensez l'argent d'Éléonore depuis 15 mois. Je pris enfin la parole. Papa m'a dit d'attendre. Il a dit qu'il valait mieux laisser les choses se dérouler naturellement. Il voulait voir si tu changerais, Victoria. Si tu arrêterais d'être si, je cherchais le mot, calculatrice. C'est une fraude, cracha Victoria. Nous allons vous poursuivre en justice. Robert n'avait pas toute sa tête. En fait, maître Bernard sortit un rapport médical. Robert a subi une évaluation cognitive complète il y a 14 mois. Des scores parfaits à tous les niveaux. 3 psychiatres ont également confirmé sa capacité mentale. Il était vif comme l'éclair et 2 fois plus piquant. Ce sont ses mots, pas les miens. Mais pourquoi? Demanda Hugo, l'air sincèrement confus. Pourquoi aurait-il fait ça? Je le regardais avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Parce qu'il a vu ce que vous faisiez. Vous tous. Les cartes de crédit que tu as prises à son nom, Hugo. Les bijoux que tu as achetés et débités sur ses comptes, Chloé. Et toi, Victoria, je me tournais vers ma belle-mère. L'isolement systématique de ses amis et de sa famille. Les mélanges de médicaments qui le maintenaient dans le brouillard. La façon dont tu as installé ta mère dans la maison d'amis sans demander. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça, siffla Victoria. Je n'ai pas à le faire, dis-je. Papa l'a déjà fait. Il a engagé un détective privé il y a 2 ans. Voulez-vous voir les rapports? Maître Bernard produisit un autre dossier, rempli de photographies et de documents. Robert s'intéressait particulièrement à votre premier mariage, Madame Dubois. Comment votre premier mari est-il mort, déjà? Un mélange de médicaments, n'est-ce pas? Le silence dans la pièce était assourdissant, mais maître Bernard n'avait pas fini, et moi non plus. Passons au testament en lui-même, continua vivement maître Bernard.
C'est assez simple. À ma femme bien-aimée, Victoria Dubois, je lègue la somme d'1 €, le montant qu'elle mérite vraiment. À Hugo et Chloé, je lègue la même somme. Le reste de mes biens, consistant principalement en des effets personnels puisque la fiducie a déjà transféré tous les actifs, revient à Éléonore. Il sortit 3 billets de 1 € flambant neufs et les posa sur la table avec une précision cérémonieuse. 1 €, murmura Chloé, fixant le billet comme s'il allait la mordre. En fait, dis-je en fouillant dans mon sac à main, j'ai quelque chose pour chacun de vous. Je sortis 3 enveloppes officielles. Des avis d'expulsion. Vous avez 30 jours pour quitter mes propriétés. Toutes. Vous ne pouvez pas nous expulser. Victoria se leva si vite que sa chaise bascula. Je suis sa veuve. Vous êtes une occupante, corrigeai-je, vivant sans frais dans ma maison. Enfin, mes maisons, la résidence principale, la villa sur la Côte d'Azur, le chalet dans les Alpes et le pied-à-terre que Hugo entretient dans le Marais. Comment commença Hugo. De la même manière que papa connaissait tes dettes de jeu, dis-je. Et la dépendance au shopping de Chloé, et l'historique d'investissement intéressant de Victoria. Vous n'étiez pas aussi malin que vous le pensiez. La façade parfaitement composée de Victoria se fissurait comme une vieille peinture. Nous lui faisions confiance. Nous nous sommes occupés de lui. Vous vous êtes occupé de vous-même, répliquai-je. Papa a vu la différence. Maître Bernard se racla la gorge. Il y a encore une chose. La lettre de Robert, à lire après le testament. Il sortit une enveloppe et me la tendit. Il a insisté pour que vous la lisiez à voix haute. Je l'ouvris, reconnaissant l'écriture précise de mon père. Mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient stables comme la pierre. Ma très chère Éléonore, commençai-je. Si tu lis ceci, alors notre plan a parfaitement fonctionné. Je suis désolée pour cette tromperie, mais j'avais besoin de savoir qui était vraiment Victoria, et j'avais besoin que tu sois protégée pendant que je le découvrais. L'inspiration brusque de Victoria fut audible à travers la pièce. Tu avais raison d'être méfiante quand je me suis remariée si vite après la mort de ta mère. Ton instinct a toujours été excellent. Ce que tu ne savais pas, c'est que j'étais déjà malade. Le diagnostic de cancer est tombé quelques semaines seulement après le mariage. Je fis une pause, me souvenant de ces conversations tranquilles que nous avions eues, de la façon dont papa m'avait demandé de lui faire confiance alors que tout semblait s'effondrer. La lettre continuait, et avec elle, la révélation finale qui allait complètement détruire le monde de Victoria. Je poursuivis la lecture de la lettre de papa. Je pensais que Victoria prendrait soin de moi, mais au lieu de cela, elle a révélé sa vraie nature. Merci de m'avoir fait confiance quand je t'ai demandé de jouer le jeu. Merci d'avoir fait semblant d'être mise de côté pendant que je transférais les actifs dans la fiducie. Merci de les avoir laissés croire qu'ils avaient gagné pendant que nous sécurisions ton avenir. Victoria s'agrippait au bord de la table, les jointures blanches. À Victoria, Hugo et Chloé, continuai-je de lire, je sais exactement qui vous êtes. Les rapports du détective sont entre les mains du procureur de la République, qui a promis de les examiner après ma mort. Je vous suggère d'utiliser judicieusement votre préavis de 30 jours. Le procureur, la voix d'Hugo se cassa. Éléonore, ma fille, continuai-je. Tu es tout ce que j'aurais pu espérer. Forte, patiente, intelligente et, par-dessus tout, bonne. Prends soin de la fortune que je t'ai laissée. Mais plus important encore, prends soin de toi. Tout mon amour, papa. Je pliai la lettre avec soin. Il y a un post-scriptum. La bague de fiançailles de ta mère est dans le tiroir de mon bureau. Le deuxième en partant de la gauche. Je l'ai cachée quand Victoria a commencé à la convoiter. Elle est à toi maintenant, comme ta mère l'a toujours voulu. Au moment où j'eus fini de lire, Victoria s'était effondrée sur sa chaise. Hugo textotait frénétiquement, probablement à son bookmaker. Chloé pleurait, son mascara coulant en rivière noire sur ses joues. Y a-t-il autre chose, demanda Victoria à maître Bernard, sa voix à peine un murmure. Juste ceci, dit-il en sortant un dernier document. Une injonction d'éloignement. Éléonore l'a demandé ce matin. Vous ne devez avoir aucun contact avec elle après avoir quitté les propriétés.
Toute tentative de contester la fiducie ou le testament entraînera son application immédiate. Vous avez planifié ça, dit Victoria, me fixant avec un mélange de haine et de respect réticent. Vous avez tous les deux planifié ça. Papa l'a planifié, corrigez-je. Je n'ai fait que suivre ses instructions. Tout comme tu as suivi le même scénario que tu as utilisé avec ton premier mari. Oh, tu pensais que papa ne savait pas pour Charles? Pour la police d'assurance? Pour les médicaments que tu lui donnais? Ça n'a jamais été prouvé, dit rapidement Victoria. Non, convins-je. Mais c'est intéressant de voir comment l'histoire se répète. Ou se serait répétée si papa n'avait pas été plus intelligent que tu ne le pensais. Je me levai, rassemblant mes copies des documents. Maître Bernard, merci pour tout, pour avoir aidé mon père à protéger ce qui comptait le plus pour lui. Ce fut un plaisir, dit-il, réprimant toujours un sourire. Votre père était un homme brillant. C'est la planification successorale la plus élégante que j'ai jamais vue. Alors que j'atteignais la porte, Victoria m'appela. Éléonore, s'il te plaît. J'étais sa femme. Ça ne compte pas pour quelque chose? Je me retournai une dernière fois. Ça compte pour exactement ce que tu as mis dans ce mariage. Des mensonges, de la manipulation et de la cupidité. Papa a compris ta vraie valeur, Victoria. 1 euro. Il a été généreux. Je ne t'aurais même pas donné ça. Je l'ai laissé là, assis dans leur état de choc, à fixer leur billet d'1 euro. Dans le parking, je m'assis dans ma voiture. Ma voiture, plus celle de la fiducie. Vraiment la mienne. Et je laissai échapper un souffle que je retenais depuis 15 mois. Mon téléphone sonna. C'était Hélène, l'infirmière de papa. La seule que Victoria n'avait pas réussi à faire renvoyer. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle. Exactement comme papa l'avait prédit, dis-je. Jusqu'à la demande de preuves de Victoria. Il serait si fier, dit doucement Hélène. Il parlait constamment de vous ces dernières semaines. Il disait que vous étiez la seule personne qui n'avait jamais rien voulu de lui, à part son temps. Il me manque, admis-je. Je sais, ma chérie. Mais il s'est assuré que tu serais en sécurité. C'est tout ce qui lui importait à la fin. Pas de les punir, même si c'était un joli bonus. Juste de s'assurer que tu étais protégé. Après avoir raccroché, je conduisis jusqu'au cimetière de Passy. La tombe de papa était couverte de fleurs fraîches. J'étais venue chaque semaine, bien que Victoria ait dit à tout le monde que je ne venais jamais. On a réussi, papa, murmurai-je à la pierre tombale. Exactement comme tu l'avais prévu. Ils n'ont rien vu venir. Le vent bruissait dans les chênes, et pendant un instant, j'aurais presque juré entendre son rire. Le même qu'il avait eu lorsque nous étions assis dans le bureau de Maître Bernard 15 mois plus tôt, signant des papiers pendant que Victoria passait un week-end au spa. Elle se croit si maline, avait-il dit alors. Mais être malin et être intelligent, ce n'est pas la même chose. Toi, tu es intelligente, Éléonore. Tu connais la différence entre prendre soin de quelqu'un et lui prendre tout ce qu'il a. Je déposai une seule rose sur sa tombe, sa préférée, les jaunes du jardin de maman que j'entretenais toujours, et je rentrai chez moi. Pas à la grande demeure où Victoria était probablement en train de faire ses valises frénétiquement, mais dans la petite maison que papa avait secrètement achetée à mon nom des années auparavant, celle où j'avais vécu tranquillement, leur laissant croire que je luttais financièrement pendant que la fiducie accumulait des richesses. Papa avait raison. Être malin et être intelligent n'étaient pas la même chose. Victoria était maline, mais j'avais appris du plus intelligent des hommes que j'ai jamais connu. 3 semaines plus tard, je me tenais sur le seuil de la résidence principale alors que le camion de déménagement s'éloignait. Victoria, Hugo et Chloé étaient partis, disparus dans la nouvelle machination qu'ils avaient concoctée. L'injonction d'éloignement garantissait que je n'aurais plus jamais à les revoir. La maison semblait différente maintenant, plus légère en quelque sorte, comme si leur présence toxique avait été physiquement retirée des murs. Je traversai lentement les pièces, me souvenant de temps meilleurs, quand maman était en vie et que les rires remplissaient ses couloirs. Dans le bureau de papa, je trouvai la bague de maman exactement là où il avait dit qu'elle serait. Le diamant capta la lumière de l'après-midi,
projetant des arcs-en-ciel sur le bureau en acajou où il avait passé tant d'heures à bâtir la fortune qui allait maintenant me permettre de vivre librement. Mon téléphone vibra. Hélène m'envoyait un texto au sujet d'une fondation que papa avait mentionnée, quelque chose pour aider d'autres familles à éviter les relations prédatrices. Il avait laissé des notes détaillées sur sa vision, ainsi qu'une dotation substantielle pour la concrétiser. Je souris, comprenant son dernier cadeau. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, de maison ou de voiture. Il s'agissait d'un but, d'utiliser ce qu'il avait protégé pour protéger les autres. Dehors, le jardinier taillait les rosiers de maman. Je lui avais demandé de revenir. Victoria l'avait renvoyé des années auparavant, prétextant que les fleurs étaient trop chères à entretenir. Mais papa l'avait payé en secret toutes ces années pour garder le jardin en vie, tout comme il m'avait gardé en sécurité. En me promenant parmi les roses, je pensais à la lettre que j'écrirais à d'autres filles et fils qui pourraient voir leur héritage s'envoler à cause de beaux-parents manipulateurs. À la clinique juridique que je financerais, aux enquêteurs que j'engagerais pour aider les familles à rassembler des preuves. Victoria avait eu raison sur une chose. Papa avait rendu ses volontés très claires. Mais sa véritable volonté ne concernait pas l'argent. Il s'agissait de s'assurer que l'amour triompherait de la cupidité, que la famille signifiait plus que le sang, et que la justice, même tardive, trouverait toujours son chemin. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Maître Bernard. Jonathan, c'est Éléonore. Je suis prête à discuter de la fondation. Papa disait toujours que la meilleure vengeance était de bien vivre, mais je pense qu'il approuverait aussi ce genre de justice. Par la fenêtre du bureau de papa, je pouvais voir son fauteuil préféré, celui où il s'asseyait pour me lire des histoires quand j'étais enfant. Victoria l'avait fait recouvrir de cuir blanc, mais je l'avais changé pour le tissu brun chaud que maman avait choisi. Certaines choses valaient la peine d'être préservées exactement telles qu'elles étaient, tout comme l'amour entre un père et sa fille qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, et qu'aucune machination ne pouvait détruire. Le soleil se couchait sur le domaine, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Quelque part, Victoria était probablement encore en train de comploter son prochain coup, mais cela n'avait plus d'importance. Papa m'avait appris la leçon la plus importante de toutes. La vraie richesse ne se mesurait pas en euros, mais aux personnes qui vous aimaient assez pour vous protéger, même d'outre-tombe.